Bonjour à tous. Je pense que là, ça commence. Bienvenue, amis journalistes et invités. Voilà, je suis Magali de l'EJC et aujourd'hui, on va parler de podcast dans notre atelier avec Édouard Rescarona, qui est le rédacteur en chef Bonjour. numérique d'Ouest France. Merci, Édouard, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation. Très content d'être avec vous. Alors, donc l'atelier d'aujourd'hui, voilà, on va parler vraiment de podcast. Et Édouard, vous allez nous expliquer comment le groupe Ouest France s'est intéressé au podcast et comment c'est devenu une stratégie pour le groupe. Quelle est la stratégie d'aujourd'hui? Quelle a été la stratégie à l'époque aussi? Et je pense que je vais vous donner la parole tout de suite. Merci, c'est gentil. Déjà, rappeler un petit peu le contexte. Effectivement, Ouest France, alors je ne sais pas, est-ce qu'on lance la présentation? Oui, je ne sais pas si c'est à moi d'actionner ou si c'est à vous. Oui, on va la lancer tout de suite. D'accord, très bien. Juste pour vous donner des éléments de contexte, déjà, pour ceux qui connaîtraient pas Ouest France. Donc, Ouest France, c'est un journal important en print, hein, puisque c'est le premier journal francophone d'Europe avec pratiquement 550 000, enfin 600 000 presque exemplaires papier tous les matins. Donc, c'est un journal extrêmement puissant sur le print. C'est également un journal puissant sur le numérique, puisqu'on a aujourd'hui pratiquement, alors je ne sais pas pourquoi ça défile pas. Est-ce que vous avez les slides qui défilent de votre côté? Je n'arrive pas à changer les pages. Moi, je n'ai pas, j'ai pas Ouais. accès à votre slide. Alors attendez, je sais pas pourquoi il est bloqué sur la première page. Qu'est-ce que vous avez qui s'affiche, vous? Je vois la présentation Ouest France, un journal. D'accord. Alors si je fais, ouais, c'est voilà. Donc juste avant de commencer, donc rappeler que moi je suis responsable effectivement de l'ensemble des projets numériques à Ouest France. Je suis responsable des desks. Les desks, c'est le site, c'est l'édition du soir, c'est les produits audio, les produits vidéo, je suis coordinateur de l'ensemble des produits éditoriaux numériques. Je suis également rédacteur en chef de l'édition du soir, qui est un journal 100% numérique, et responsable des médias sociaux et du mur des podcasts qu'on a mis en place il y a maintenant 1 an et demi. Donc vous rappelez que c'est un journal donc avec 75 ans d'histoire qui était avec un positionnement de proximité, parce que c'est un journal régional, mais c'est aussi un journal qui va de la commune au monde, c'est-à-dire qu'on traite l'actualité locale, mais l'actualité nationale et internationale également, avec une rédaction d'environ 600 journalistes, avec des correspondants dans le monde entier. Donc un positionnement aussi clair depuis déjà 80 ans, qui est au service de l'homme, pour mieux faire vivre les gens ensemble, de faire vivre les communautés, d'amener du lien social et d'amener aussi une information à la portée de tous, une information extrêmement populaire. C'est important de le savoir parce que ça va expliquer aussi le choix d'aller dans l'audio, qui est un média de proximité et relativement intime. Donc, premier journal de France et de 6e d'Europe, premier journal francophone au monde, 630 000 exemplaires à peu près, 500 000 abonnés sur le print, ce qui est colossal, avec une distribution qui se fait tous les jours avant 7 heures du matin dans les boîtes aux lettres, 130 000 abonnés numériques avec une progression forte ces derniers mois. Premier site d'actualité en juillet et août 2020 avec 155 millions à peu près de visites sur notre site, sur notre plateforme groupe, avec, si on rajoute l'application, ce qui fait de Ouest France le 4e média en numérique. Aussi un groupe qui est puissant, puisque dans le groupe, on retrouve 20 minutes à 50% avec le groupe Rossel, et également la plateforme actu.fr, ce qui fait 3 grosses plateformes numériques avec pratiquement 300 millions de visites chaque mois, donc c'est assez colossal. C'était également un journal numérique le soir, donc qui réunit environ 2 millions 5 pardon, de lecteurs par mois. C'est un groupe qui doit informer aussi, qui doit informer dans un contexte qui est mouvant, qui est changeant, avec ces fake news, l'image de la vidéo first qui a été renforcée ces dernières années, les réseaux sociaux qui ont pris une importance colossale, l'intelligence artificielle aussi qui est venue bouleverser un peu nos fonctionnements et les renforcer avec de la technologie au service de l'éditorial.
digital, les data qui nous ont amené aussi beaucoup de nouveautés dans nos façons de traiter l'information et dans notre relation avec les lecteurs. Et puis, on va le voir, tout ce qui est de gestion autour de la voix, tout ce qui est autour de ces questions de la voix, qui sont des questions extrêmement importantes sur lesquelles on travaille déjà depuis pas mal de temps. C'est un contexte aussi d'érosion de diffusion print, comme tous les journaux qui sont en transformation. Et donc, on doit toujours avoir comme ambition d'aller chercher des nouveaux lecteurs, des nouveaux abonnés, qu'ils soient numériques ou print. Chez nous, on les différencie pas. On essaie de faire en sorte que la communauté des abonnés soit la plus importante possible. Donc, le contexte qu'on connaît tous, avec une mobilité qui dévore tout, avec là c'était l'élection du pape en 2005 et en 2013, on voit bien que sur la place Saint-Pierre à Rome, il y avait beaucoup plus de téléphones portables et de tablettes qu'en 2005. C'est dans ce contexte-là aujourd'hui qu'on présente et qu'on fabrique l'information et qu'on la distribue aussi par tous les canaux disponibles. Et l'audio est devenu un canal qui a renforcé justement cet appétit d'information par la voix. Et c'est pour ça que nous, on a voulu, il y a maintenant 1 an et demi de ça, tester une nouvelle forme de narration pour aller servir tous ces objets connectés, omniprésents et intuitifs et passifs qui font finalement le quotidien des gens, et notamment le smartphone qui est un objet où on peut concentrer une tonne d'informations, et il faut qu'on arrive à nous, éditeurs, faire en sorte que l'usage corresponde aussi à nos pratiques journalistiques, et que si aujourd'hui il y a une consommation de l'information par l'audio, par la vidéo, par la story, on doit être en capacité, nous, éditeurs, de proposer de l'information sous ces différents canaux-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on a constaté il y a 1 an et demi, c'est que l'audio est partout. Elle est dans le téléphone, elle est dans la voiture, elle est dans les nouvelles interfaces qui sont apparues, et que aujourd'hui, la commande vocale, c'est pas un gadget. La commande vocale, c'est quelque chose qui est de plus en plus usité. Avoir envie d'avoir de l'information en audio, c'est aussi quelque chose qui s'est renforcé. Donc on l'a constaté dans les chiffres d'audience qu'on a pu rencontrer depuis le lancement des murs des podcasts. Et puis c'est aussi une nouvelle façon d'aller toucher des publics qui n'étaient peut-être pas habitués à lire un journal papier ou à fréquenter un site internet. Donc nous, on a très rapidement compris qu'il y avait un intérêt, non pas à y aller de manière très ambitieuse ou trop ostentatoire en se disant c'est l'avenir de la presse écrite, c'est l'audio, etc. Non, on a pris ça plutôt comme une envie d'explorer quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté, et qu'un journal comme le nôtre se doit d'être le plus présent possible sur tout ce qui est nouveauté et nouvelle distribution de l'information. Donc pour compléter notre plateforme numérique qui était de plus en plus puissante, on s'est dit qu'il fallait se tourner vers ce média-là pour voir s'il y avait du contenu possible déjà fabriqué par nos rédactions, parce que c'était la première question qu'on devait se poser, c'est est-ce qu'on était en capacité de produire une information de qualité intéressante qui intéresse un public fidèle à une marque, mais pas seulement, qu'on aille chercher aussi de nouveaux publics, et de faire en sorte que cette façon de construire, de narrer l'information, elle soit bien appréhendée par nos rédactions et elle soit bien distribuée par nos outils technologiques. Donc on avait aussi la possibilité avec le podcast d'aller toucher des audiences un peu nouvelles, d'aller toucher des nouveaux publics, et c'est ce qui nous a intéressé un peu dans ce projet-là. Donc on avait un contexte général qui était celui que tout le monde connaît, c'est le podcast qui est popularisé par le smartphone, des formats audio mobiles en plein boom, des podcasts qui touchaient de plus en plus de jeunes, et un public beaucoup moins volatile qu'avec la vidéo, beaucoup moins infidèle aussi, puisque la vidéo est souvent consommée même parfois par hasard. Là, dans le podcast, ce qui nous intéressait, c'est que c'est des gens qui choisissent un programme, qui viennent pour un programme en particulier, qui font ce choix ou de le télécharger ou de le consommer en stream, mais de faire en sorte que c'est l'intérêt journalistique du contenu ou l'intérêt tout simplement du contenu qui déclenche l'envie d'écouter le podcast. Donc on est sur quelque chose de plutôt actif et pas de quelque chose de passif. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on construit un contenu adéquat et intéressant, on pouvait se retrouver avec une audience plutôt captive et plutôt engagée. Et c'est ce qu'on cherchait à faire avec les podcasts. Donc, ce qu'on constate aussi, ça c'était les derniers chiffres Médiamétrie, c'est que les podcasts, l'âge moyen sur les podcasts natifs, c'est quand même des auditeurs qui ont
autour de 35 ans, donc c'est quand même une cible qui est très intéressante pour un média traditionnel comme le nôtre, puisqu'on a un public sur nos abonnés papier qui est plutôt âgé. On a des lecteurs sur le web qui sont déjà moins âgés, mais ceux qui franchissent le Rubicon de l'abonnement restent quand même sur une cible au-delà de 40 ans. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est d'aller amener des contenus qui vont permettre de faire entendre un savoir-faire un peu nouveau, qui vont coller à des usages peut-être de publics plus jeunes et qui vont nous permettre d'être déjà en friction ou en adéquation avec une marque à un moment de leur vie où ils consomment de l'information sans toujours savoir qui sont les éditeurs qui leur parlent. Nous, on voulait justement aller chercher cette audience-là pour la préparer peut-être à demain être une audience encore plus assidue à nos contenus. Donc on a aussi constaté qu'il y avait une tendance, hein, parce qu'on est dans un marché où on regarde aussi ce qui se fait ailleurs, et qu'aujourd'hui on a bien vu que les grands titres de presse à travers le monde ont tous investi dans l'audio sous différentes formes que ce soit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont investi sur des programmes forts, des programmes quotidiens, des programmes hebdo, d'autres qui font des coups avec des programmes qui sont comment dire, ponctuels ou en fonction d'actualité, et d'autres qui ont une production beaucoup plus soutenue. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on a cherché notre voie, en sachant que, comme souvent à Ouest France, on n'a pas d'idées reçues, on n'a pas d'idées arrêtées non plus. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'abord tester et apprendre, et que la meilleure façon de tester et d'apprendre, c'est de porter à la connaissance du plus grand nombre des contenus et de voir un peu comment ça interagit, comment ça réagit, et d'adapter en fait notre offre à finalement le mode de consommation de nos lecteurs et de ce qui les intéresse le plus. Donc au début, on savait pas trop quel genre de programme allait le plus intéresser, mais on y a vu un intérêt, c'est que on a vu qu'il y avait déjà la possibilité avec l'audio et le podcast de remplir notre mission. Et notre mission, elle est toujours la même, quel que soit le support, quel que soit le format ou la technologie, c'est informer sur tous les supports disponibles. L'audio, la vidéo, le podcast, l'infographie, la story, les réseaux sociaux. C'est que la mission d'un média comme Ouest France, c'est d'amener de l'information à des lecteurs les plus larges possibles, un éventail le plus populaire possible. Faire valoir notre expertise aussi, notre analyse, c'est-à-dire qu'on a, comme je vous le disais tout à l'heure, 600 journalistes, donc ça veut dire qu'il y a du capital d'expertise, et que ce capital d'expertise, il faut aussi l'amener dans des différents modes de narration, et l'audio pour ça est un bon terrain de jeu pour nos journalistes, parce que c'est quelque chose qui est moins déstructurant que la vidéo. C'est plus facile de se mettre derrière un micro que de se mettre derrière une caméra, ou plutôt devant une caméra, parce que ça rassure quelque part, parce qu'on est vraiment sur le contenu plus que sur l'image. Et on a eu d'excellents retours de nos journalistes qui étaient beaucoup plus rassurés, parce qu'ils n'allaient pas être jugés sur ce qu'ils allaient montrer, mais ils allaient être jugés sur ce qu'ils disaient, sur leur contenu qu'ils apportaient. Et ça, c'était très intéressant. Traiter l'information sous un angle nouveau aussi, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Et puis rapprocher aussi les filiales de groupes, parce que Ouest France est un groupe qui possède des radios, et qu'on avait aussi une volonté d'accompagner ces radios-là dans leur transformation numérique et digitale, et d'amener des contenus, alors que ce soit des contenus de replay ou des contenus natifs disponibles en numérique, et pas simplement via les voies hertziennes traditionnelles de la radio. Et aussi être présent sur les plateformes de streaming que sont Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et d'autres. Donc on a investi dans un marché en plein essor, sans vraiment de garantie de faire du business avec les podcasts, parce que l'économie du podcast reste quelque chose d'assez incertain. Notre volonté, elle était d'enrichir notre offre 100% digitale, in-app, mais aussi sur notre site desktop et sur les différentes plateformes, pour être plus que jamais mobile first, mutualiser la plateforme des contenus, comme je vous le disais, avec nos filiales radio, doter notre régie d'un marché supplémentaire qui est le marché de l'audio, qui est un marché qui se cherche encore, parce que la mesure est compliquée, parce que les publics sont difficilement appréhendés. On a peu de data sur les gens qui écoutent. Donc c'est des marchés où les annonceurs sont encore un peu en attente. C'est beaucoup moins mesuré que peut l'être la vidéo. Donc mais on voit bien que c'est un marché aussi qui est très séduisant pour des annonceurs,
qui est tourné vraiment sur des contenus et les marques aiment bien s'associer à des contenus de qualité. Et surtout, comme je vous le disais depuis le début, c'est que ça nous permettait aussi d'aller chercher d'autres publics plus jeunes qui allaient s'intéresser à cette forme de narration de l'information. Donc, comment on a mis en place le projet à Ouest France avant d'arriver sur la partie élection municipale qui était le focus qu'on souhaitait faire ce matin avec vous. Déjà, à votre avis, de quoi on avait besoin pour lancer un projet podcast alors, je ne sais pas si on est dans l'interaction ou pas, ou si je continue à dérouler, mais c'est vrai que quand on a construit ce projet, on s'est déjà demandé qu'est-ce qu'un journal traditionnel comme le nôtre a besoin pour devenir, non pas expert, parce qu'on n'a pas la prétention d'être expert, mais devenir compétent ou intéressant sur le plan du podcast. Alors déjà, ce qu'on avait besoin, c'est qu'il nous fallait dédier un espace sur notre site internet qui soit un espace de comment dire où on retrouve toute cette offre éditoriale audio. Donc on a créé un sous-site, enfin un sous-domaine qui s'appelle le mur des podcasts, où là on a eu une volonté de construire au sein de cet espace quelque chose qui ressemblait davantage à un site audio que simplement un endroit où on remettait les différents contenus. Il y a des verticales, il y a les podcasts qui sont produits par les rédactions de Ouest France, il y a les podcasts qui sont produits par des radios du groupe, il y a des podcasts qui sont produits aussi par des producteurs indépendants qui sont noyés un peu dans la masse des podcasts qui est très active et très intéressante, mais qui ont du mal à trouver un auditoire parce qu'ils se retrouvent justement peu exposés. Nous, on leur donne la possibilité de s'exposer sous l'ombrelle Ouest France, donc de leur donner de la visibilité avec des contenus qui sont des contenus intéressants. Et puis, on a une partie brand content qui est Ouest France Communication, où là, ce sont des contenus pour des marques qui sont des contenus sous forme de communication autour de marques qui sont finalement une manière de monétiser aussi ce format-là. On avait besoin de matériel. Pardon? Edouard, juste, j'en Oui. profite. Si pour notre public, donc Oui. si vous voulez poser vos questions directement à Edouard, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Et voilà, je ferai en sorte de faciliter la remontée des questions. Voilà, Edouard, vous pouvez continuer. Pas de problème. Et donc, en fait, donc on avait besoin aussi bien sûr de matériel parce que la captation c'est quelque chose qui est technique et donc il fallait qu'on ait cette capacité à se doter de matériel de captation relativement fiable, pas très compliqué d'usage et on s'aperçoit là encore que l'audio a une vertu, c'est que c'est quand même moins cher en investissement que la vidéo et que ça permet finalement par des outils assez basiques de donner la possibilité à des journalistes dans des locales de capter de l'audio et de faire en sorte que derrière, il y ait une fonction support avec des gens qui soient en capacité de faire du montage, de faire de l'agrégation de ces rushs-là pour finalement derrière construire un podcast qui soit un podcast intéressant pour le lecteur. On avait besoin d'un studio aussi à proximité du plateau, ce qu'on appelle le plateau chez nous, c'est la newsroom, où là on est en capacité aujourd'hui de pouvoir enclencher de l'audio du podcast en 3 minutes, puisque ce studio est au cœur de la rédaction et il nous permet d'animer les différents programmes en journée et d'avoir la possibilité de ne pas être obligé d'installer un studio pour pouvoir pratiquer ce format-là de l'information. On avait besoin d'un plan de formation aussi à l'interne parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui étaient demandeurs de pouvoir faire un peu de podcast, mais pour ça ils avaient besoin qu'on leur explique comment poser sa voix, comment construire sa narration, comment écrire son storytelling, comment faire en sorte que le podcast soit quelque chose de vraiment qui apporte un plus et que ce soit pas simplement un peu du gadget qui finalement éditorialement ne soit pas très intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui on refuse plus de projets qu'on en accepte, puisque l'une des conséquences du lancement de ce projet, c'est qu'on a fait naître énormément d'envie au sein de nos rédactions sur ce format-là, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les journalistes. Mais il faut être en position de pouvoir dire non aussi à des projets quand on estime qu'ils n'apportent pas grand-chose
en termes de podcast natif et que c'est plus pertinent de faire une vidéo ou de ne faire que du texte sur ce contenu-là. Donc, on a aussi la faculté de dire non et de, bien sûr, d'encourager les projets. Et pour ça, il faut les accompagner par la formation, par l'explication, par le montage, l'accompagnement, etc., etc. Donc, il fallait un projet éditorial fort avec de la bonne volonté des journalistes pour faire en sorte qu'ils aient l'impression d'être parfaitement embarqués dans ce projet-là. Donc, on a ce sous-domaine sur le site dont je vous ai parlé, qui permet donc d'avoir l'ensemble de l'offre de podcasts. Aujourd'hui, Ouest France publie pratiquement 4 à 5 podcasts par jour, ce qui est colossal. Tous pas forcément fabriqués chez nous, parce qu'on travaille aussi avec des filiales, que ce soit les radios ou des partenaires, mais ça nous fait quand même une offre relativement conséquente. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a choisi une stratégie qui était peut-être un peu différente de beaucoup d'autres médias. C'est qu'on s'est dit, on préfère construire plein de petits ruisseaux plutôt que d'avoir un seul grand fleuve, et que notre volonté, elle était d'être le plus couvrant possible sur les thématiques qui nous intéressaient, en allant chercher à chaque fois des publics cibles très qualifiés. C'est pour ça qu'on a des podcasts qui parfois font des audiences relativement confidentielles, entre 3 et 5 000 écoutes, mais qui nous intéressent énormément, puisque ces 3 ou 5 000 écoutes, ce sont des écoutes de gens extrêmement intéressés par le contenu et qui viennent de manière systématique sur le programme. Donc on préfère avoir de l'écoute qualifiée que de l'écoute finalement un peu automatique et qui ne seraient pas intéressés par le programme. Nous, on travaille énormément le temps d'écoute pour que nos programmes ils soient toujours écoutés pratiquement dans leur globalité. Ça veut dire que le contenu est intéressant. Donc le studio d'enregistrement, je vous en ai parlé, je passe rapidement dessus. Il nous fallait aussi quelque chose qui était essentiel, qui était la technique. Et la technique, nous, on a choisi de s'adosser à une société qui s'appelle Saouti, qui nous permet aujourd'hui d'héberger nos podcasts, de les partager, de les distribuer, de les monétiser aussi. C'est une entreprise dans laquelle on a investi puisqu'on a pris 70% du capital. C'est une entreprise bretonne. Notre siège et notre journal est à Rennes aussi, le siège. C'est une entreprise donc qui était pionnière dans l'audio digital, mais qui est venu sur le podcast, comme le marché s'est aussi déplacé sur le podcast, qui est aujourd'hui notre partenaire technique, qui assure l'hébergement, la distribution de nos contenus, qui gère aussi nos datas. Ça nous permet de garder toutes nos données au sein du groupe et de contrôler aussi nos métriques, c'est-à-dire qu'on a on est en capacité d'avoir un peu plus d'informations sur les gens qui écoutent nos podcasts que sur les plateformes traditionnelles, puisque là on peut y mettre même du GA si on veut, du Google Analytics, pour avoir encore plus de données sur les gens qui écoutent nos podcasts. Donc ensuite, comme je vous le disais, on a comment testé, on a lancé des programmes, on n'en a pas arrêté beaucoup, mais on en a certains qui sont moins actifs aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on voulait d'abord savoir quelles étaient les thématiques qui étaient les plus attendues par nos éditeurs, auditeurs, lecteurs, par nos clients, par nos abonnés, et pas seulement, par aussi les gens qui sont intéressés par nos contenus. Parce qu'on n'en savait rien, c'est-à-dire qu'on avait des intuitions, on avait des envies sur des programmes liés au sport, à la proximité, etc., etc. Mais on n'avait pas de certitude sur est-ce que ça va vraiment intéresser, est-ce que ça va amener énormément d'audience qualifiée, etc., etc. Donc, ce qu'on a voulu, c'est que dans un premier temps, on s'est dit, on va multiplier les initiatives et on verra bien ce qui intéresse le plus les auditeurs. Et pour ça, en fait, on était davantage, et c'est quelque chose qui est essentiel dans tout ce projet, c'est qu'on était dans la création de valeur plus que dans l'envie de créer un programme qui sera monétisable très rapidement et qui va nous ramener des revenus. Non, non, nous, notre logique, elle était d'aller étendre la panoplie d'offres éditoriales de Ouest France, de faire en sorte que on a créé de la valeur éditoriale. C'est le contenu qui nous intéresse avant tout. Pour ce qui est de mode de la narration, on va les tester, voir si c'est intéressant. Donc, on s'est très rapidement aperçu qu'il y avait des thématiques qui engageaient plus que les autres. Ces thématiques-là, alors je ne sais pas si c'est affiché, oui, sans doute. Il y avait le sport. Le sport est quelque chose qui engage beaucoup sur la notion de talk, de discussion autour des informations des clubs sportifs de nos régions, sachant que le foot est un vecteur important. Les coulisses de l'info aussi qui marchent très très bien, c'est-à-dire comment se fabrique l'information à Ouest France, comment sont vécus des grands événements,
l'attentat de Charlie Hebdo, des choses comme ça. Donc on fait beaucoup de making of, de coulisses sur des rédactions avec des journalistes qui interviennent beaucoup, qui racontent leur manière de construire l'information, et ça intéresse énormément. L'actualité, bien sûr, parce qu'on est un journal. Le divertissement aussi un peu, même si c'est pas forcément ce qui engage le plus. Tout ce qui est histoire, récit aussi, ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire que tout ce qui va raconter des pans de l'histoire, mais pas seulement aussi, des choses qui sont de l'ordre des événements qui ont eu lieu et qui sont re-racontés à l'audio, ça a également un public très fidèle. Les contenus jeunesse aussi. Alors les contenus jeunesse, ils ont été accéléré, boosté par le confinement. Donc ça, c'était un des enseignements qui a été important pendant le confinement, et qui a fait aussi que nos audiences pendant ce laps de temps-là ont été encore plus importantes que d'habitude. C'est-à-dire que les gens avaient du temps, et notamment les parents qui avaient besoin d'occuper peut-être les plus jeunes. Et on s'est aperçu que tous les contenus jeunesse qui étaient déjà disponibles depuis plusieurs mois sur le mur des podcasts ont connu une nouvelle vie assez impressionnante pendant le confinement. Et ce qui est vraiment venu vérifier le théorème qu'on avait depuis le lancement des podcasts, c'est que un tiers de l'écoute se fait au moment où vous lancez le podcast, où il est publié, un tiers se fait dans les jours qui suivent, et un tiers se fait très longtemps après. Donc c'est-à-dire que on a des programmes qui continuent à vivre alors qu'ils sont sortis déjà il y a un an et demi. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent dans une actualité, parce qu'ils ont été entre guillemets «attrapés par hasard», ou alors parce que ils correspondent à un moment, voilà, qui était un moment exceptionnel avec le confinement, mais qui correspondent à un moment où on est plus enclin à écouter des récits sur les grands voyageurs, sur les grands explorateurs, à écouter des histoires pour les plus jeunes, parce que voilà, c'était aussi un moment qui a permis ça. Donc ça, c'est intéressant. La culture marche aussi, le bien-être, la cuisine et l'écologie. On a des séries sur l'environnement qui marche très très bien. Mais là encore, on est sur quelque chose qui est aussi lié à des actualités. Ce qui est plus difficile, c'est d'imaginer des programmes qui soient complètement déconnectés de ce qui fait l'ADN d'un titre comme le nôtre, c'est-à-dire l'information. Donc le bilan 2 ans après, à moins qu'il y ait des questions, je ne sais pas, mais Magali, il y a peut-être des J'ai questions. une question. Moi, j'ai une question. D'accord. Justement, enfin, vous parliez des podcasts et des thématiques. Est-ce que les thématiques aussi, c'est une stratégie chez vous, en fait, de les remettre au goût du jour? C'est-à-dire de les remettre, en premier, de les faire remonter en premier en fonction d'une actualité? Alors, on est très sujet à des grands efforts quand les actualités le réclament. C'est-à-dire que, je vais prendre 2 exemples. Il y a un an et demi, c'était le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, qui était un événement fort sur notre zone, puisque c'est quelque chose qui attirait toujours énormément de monde. Donc on avait plein de programmes autour de ce moment, des programmes historiques, des programmes plutôt ouais, de narration historique qui était extrêmement bien scénarisé, avec énormément de travail autour des ambiances sonores et tout, qui a très très bien marché. Actuellement, on a des programmes extrêmement forts sur le Vendée Globe, qui est la course autour du monde en solitaire, qui va partir début novembre des Sables d'Olonne. C'est encore dans notre rayon d'action. Là encore, on a accompagné ça avec un, un effort assez colossal de production de podcasts autour de cet événement-là, parce que le Vendée Globe fait partie de ces événements qui font, entre guillemets, un peu rêver les gens, puisqu'il y a un côté évasion, aventure, etc., qui se prête énormément au récit audio, avec des ambiances, là encore, sonores, des sons d'époque sur les événements précédents, sur les éditions précédentes. Donc là, on est effectivement dans quelque chose qui est très collé à des actualités, mais qui sont finalement des pas de côté sur ces actualités-là. Et puis après, on a, j'allais dire, le fil de l'eau de l'information, qui fait que parfois, on a envie là, hier, on a publié une enquête, un inside avec des forces de l'ordre qui font des rondes en journée et la nuit pour essayer de voir ce qui se passe autour des chevaux mutilés qu'on retrouve dans les champs mutilés. Donc on a accompagné une des brigades, on entend effectivement les gens faire des rondes, aller voir des éleveurs, etc., etc. Donc on est
là encore, c'est une manière d'aller raconter des choses qu'on avait déjà racontées peut-être à l'écrit ou en vidéo, mais on avait envie parce qu'on s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à aller capter qui est de l'ordre de l'inside, et on s'aperçoit que il a été publié hier et il marche très 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 bien. Donc on voit bien que la rédaction réagit aussi à l'information, et qu'aujourd'hui, quand on pense les efforts à l'écrit, on pense les efforts sur le web, sur le print, en vidéo, et l'audio s'est rajouté tout naturellement à ces efforts-là. Donc il y a des choses où on passe à côté parce qu'on estime que ça va rien apporter de plus. Et puis des fois, on investit parce qu'on estime que ça va valoir la peine d'investir du temps dans quelque chose qui va peut-être rencontrer un public complémentaire de ce qu'on fait par ailleurs. Donc aujourd'hui, on est sur une moyenne à peu près de 500 000 écoutes par mois, ce qui est raisonnable sans être extraordinaire. On n'a pas non plus la prétention d'être un acteur aussi puissant que peut l'être le groupe Radio France ou les gens de Binge qui font de l'excellent travail. Nous, notre volonté, elle était d'avoir comme je vous le disais tout à l'heure, des cibles extrêmement qualifiées sur les écoutes et les taux de complétion notamment. On a aujourd'hui pratiquement 4500 podcasts disponibles sur la plateforme, donc ce qui est quand même colossal en termes d'offres. On a donc été plutôt remarqué sur cet effort-là, avec un temps d'écoute moyen qui ne cesse de progresser. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et comme je vous le disais en introduction, la cible la plus touchée, c'est les 23-45 ans. Et là, on est sur quelque chose qui est très très intéressant, parce que c'est une cible qui, pour certains, n'avait pas l'habitude forcément de nous rendre visite très fréquemment. Donc, pourquoi était-il intéressant de miser sur l'audio sur les élections municipales, par exemple, pour voir un peu ce qu'on... Pardon? Edouard, on va Oui. en profiter justement de parler du public. Il y a quelques questions, notamment une question de Benoît Delauteur, qui demande en fait si tous vos podcasts sont en gratuit ou voilà, certains sont-ils placés en Ouais. payant, comment ça se passe? Alors, ils sont tous gratuits pour l'instant. Ça va sans doute changer dans quelques semaines. Pourquoi? Parce que on pense qu'on est arrivé à un niveau de maturité assez intéressant, qui peut nous donner envie d'aller d'aller proposer des podcasts en priorité, dans un premier temps, tout du moins, à nos abonnés numériques au sens large. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas, et je ne suis pas sûr que chez nous, beaucoup de gens croient à une offre uniquement sur le podcast en termes d'abonnement. On inscrit ça plutôt dans une offre globale, ou pourquoi pas demain les abonnés numériques à Ouest France qui ont les publications du journal du matin, l'édition du soir, le payant sur le site, les différents suppléments numériques, les archives, etc., pourraient avoir peut-être en plus dans leur panier dans quelques temps des programmes originaux qui sont proposés d'abord à l'abonnement. Après, éventuellement, on le mettrait peut-être quelques mois plus tard ou quelques années plus tard en gratuit, mais l'objectif est vraiment d'aller dans l'application leur donner une priorité sur des contenus. Alors ça va peut-être être, on est sur de la construction de séries originales, qui sont des séries originales qui vont être, je pense, d'un très très bon niveau, et celles-là peut-être qu'on aura envie de les tester dans un modèle payant. Et il y a une autre question aussi de Dodal 56 qui justement, peut-être que ça peut rejoindre en fait cette question des séries. Comment en fait transformer ces auditeurs éphémères, habitués à la quantité, en abonnés plus fidèles et qui sont prêts à payer du contenu justement? Justement, par le fait que plutôt que de les attaquer par uniquement un format qui est celui du podcast, de leur donner envie de découvrir l'ensemble d'une offre qui intègre le podcast, qui intègre les grands formats, qui intègre les reportages exclusifs, qui intègre l'information exclusive. Donc on inscrit ça davantage dans un package global que simplement d'aller chercher un public qui s'intéresserait qu'au podcast. C'est pour ça que pour nous, on a trois intérêts. Un, créer une audience qui soit une audience captive. Deux, créer une audience qui soit prête à venir en avoir un peu plus via un abonnement de découverte qui amène aussi des autres produits numériques. Et avoir la possibilité aussi peut-être d'avoir de la monétisation par la publicité. Mais là, on croit davantage au sponsoring d'émissions,
que à la publicité. On a un peu de publicité, hein, qui sont de la publicité avant les programmes, mais on essaye de militer pour que notre régie trouve des annonceurs exclusifs sur un programme, sur une série, que d'avoir un message publicitaire programmatique qui vienne s'adosser en pré-roll ou en fin de rôle à un podcast sans avoir finalement une connexion et une proximité entre l'annonceur et le programme. On cherche davantage à avoir de la proximité là encore pour faire en sorte que le programme natif soit vraiment perçu comme quelque chose qui est une expérience de zen, de lecture du podcast de manière intimiste et pas d'avoir quelque chose qui ressemble davantage à de la radio. On a une autre question aussi de Benoît Delauteur, qui se demande en fait quels sont les podcasts qui fonctionnent le mieux et à contrario, y a-t-il des formats qui ne fonctionnent pas du tout? Alors les formats qui ne fonctionnent pas du tout, s'ils ne fonctionnaient pas du tout, on les aurait arrêtés, parce que c'est la vertu aussi de cette faculté-là, hein, c'est de se dire voilà, il y a des programmes qui n'ont pas trouvé de public, on les arrête. On en a quasiment arrêté aucun. Il y en a certains qui se sont arrêtés parce que la série est arrivée entre guillemets au bout de ce qu'on pouvait faire, mais les programmes continuent à vivre. Tout. Non, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de règle en fait, et on va le voir avec les élections municipales. C'est-à-dire que sur les élections municipales, on a fait plus cinquantaine de contenus. La cinquantaine de contenus, elle n'a pas fait la même audience pour chacun des épisodes. C'est normal, quand vous parlez des élections municipales à Paris ou à Rennes ou à Nantes, bah, vous n'avez pas le même bassin de population que quand vous parlez des élections dans la ville de Mayenne ou dans la ville de Dinard. Donc forcément, l'audience et le public correspond finalement au sujet qu'on évoque. Mais vous voyez, on a des podcasts autour des religions avec un S, qui sont des temps de discussion sur des sujets qui concernent cette actualité-là. Ben, on n'attend pas d'avoir des milliers et des milliers d'écoutes, mais si dans les écoutes qu'on a, on voit que les gens restent jusqu'à la fin des programmes, qui sont très intéressés, qu'on a des retours aussi, des retours par mail, des retours par courrier, de gens qui nous disent j'ai écouté, c'était très intéressant, etc., etc. Nous, ça nous suffit. Comme je le disais tout à l'heure, on est à la création de valeur éditoriale. On n'est pas dans, entre guillemets, la course au clic ou la course à l'audience, parce que de l'audience, c'est pas comme la vidéo où on a du déclenchement automatique. Là, c'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'aller écouter un podcast, de le lancer, de passer du temps à l'écouter. Donc, les programmes de foot, effectivement, marchent beaucoup mieux que les programmes sur la religion. Mais ça nous surprend pas du tout, parce qu'il y a une audience, parce que ça correspond à des publics, ça correspond à des comment dire, des communautés de supporters. Donc, c'est normal que les gens, quand on a un podcast sur le FC Nantes, les gens qui suivent le FC Nantes, eh ben, ils vont écouter le podcast parce que ça leur paraît naturel de s'intéresser à la vie de leur club, quoi. Donc, non, on n'a pas de programmes qui se sont. Alors, ce programme, on aurait espéré avoir plus, hein, mais après, il y a aussi un contexte qui a un peu changé la donne. Hein, c'est que pendant pendant le confinement, pratiquement tous les programmes marchaient, quoi. Mais pratiquement tous les programmes marchaient parce que il y avait du temps d'écoute disponible et il y avait des gens qui étaient en capacité de découvrir des podcasts, alors que jusqu'à présent, ils n'avaient pas forcément eu le temps de déjà et la compréhension, c'est-à-dire que le podcast, il faut savoir où le trouver, il faut savoir le chemin pour aller jusqu'à l'écoute. Et sur des populations de lecteurs comme les nôtres, il y a plein de gens qu'on doit aussi accompagner vers ce mode d'information audio, qui n'avaient pas forcément l'habitude d'écouter ou de suivre quand ils étaient sur un site ou quand ils étaient dans un journal papier. Donc là, il y a encore de l'usage à apprendre à nos abonnés, notamment pour faire en sorte que le podcast devienne quelque chose de naturel. Il y a d'autres questions? J'avance? Bon, j'avance. Bon, moi j'avance. Donc, un petit focus sur ce qu'on avait fait pendant les municipales. Pourquoi on a lancé quelque chose sur les municipales? Déjà, ça nous paraissait naturel parce que ça correspond. Je vous entends pas, Magali. Hein, si vous me parlez, je vous entends pas du tout. Oui, on peut continuer. Ah d'accord, d'accord, Voilà. ok. Donc, il y a déjà parce qu'il y avait peu de concurrence sur les programmes proposés dans les municipales sur nos territoires. C'est-à-dire que
En gros, c'était une manière d'amener de la nouveauté sur quelque chose qui est structurant dans un journal comme le nôtre, puisque les municipales, c'est un rendez-vous tous les 6 ans qui est un rendez-vous central. C'est ce qui colle à notre ADN, c'est la vie des communautés, la vie des territoires, la vie des mairies, des municipalités, donc des communes. Donc ça, c'est quelque chose où Ouest France est un acteur essentiel de cette vie-là démocratique et on y prend toute notre part puisque on participe à la connaissance des programmes, etc., des différents candidats pour que les gens puissent faire un choix le plus pertinent possible en fonction de leurs accointances. Donc, on avait aussi cette volonté d'aller amener un format podcast qui n'était pas très présent dans cette campagne-là en proximité et de raconter cette démocratie locale un peu différemment avec des temps de décryptage qui étaient des temps de décryptage audio qui pouvaient permettre de voir déjà, de tester s'il y avait une capacité à aller intéresser des publics sur cette actualité-là. Donc on a impliqué toutes nos rédactions dans cet effort-là. On a testé en fonction des audiences, on s'est dit tiens, peut-être que ça vaut la peine de tester parce que derrière il y aura d'autres élections présidentielles et tout. Et est-ce que la politique, ça peut être un format qui est intéressant? Et puis faire vivre la démocratie, comme je vous le disais. Donc on a misé sur les municipales en se disant on a un journal de proximité, on doit être dans le quotidien des gens, on a une légitimité à animer des débats, on le fait sur nos territoires avec des radios, des télés, etc., avec les candidats. On avait une volonté de traiter les petites villes comme les grandes, en se disant il n'y a aucune raison qu'on ne parle pas d'une commune près de Rennes qui s'appelle Cesson-Sévigné, de la même façon qu'on parle de Rennes, c'est-à-dire que ce sont des communes qui ont des habitants et qui méritent qu'on traite des questions importantes de ces habitants-là. Amener de l'expertise par nos rédactions, puisqu'on a la chance d'avoir une soixantaine de rédactions sur le territoire de Ouest France, avec des journalistes qui sont éparpillés sur le territoire, qui sont au cœur de ces territoires-là, et donc ils ont une expertise et une analyse à apporter. Et c'était un moyen aussi, pour rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure, c'était un bon moyen de rebondir sur la volonté de faire découvrir les podcasts à un moment de vie démocratique où certains s'intéressent davantage à l'actualité de leur commune qu'en temps ordinaire. Donc on s'est dit, peut-être que ça serait une manière de leur amener le format podcast à un moment important pour eux. Et puis, c'était aussi une manière pour nous d'améliorer la visibilité, le référencement des podcasts en produisant notamment des contenus sur des petites communes. Et très rapidement, on a mis en place une offre assez unique sur les élections municipales avec des débats qui ont été des débats intéressants avec les journalistes qui animaient les territoires, des journalistes aussi de journaux de notre groupe, que ce soit les journaux de Loire ou que ce soit Publi Hebdo, des gens qui venaient participer à ces débats-là, et aussi une volonté de traiter des petites communes avec des modes de traitement qui n'étaient pas habituels. C'est-à-dire qu'on a amené beaucoup de data de journalisme sur ces débats-là, en amenant la possibilité d'avoir des statistiques sur la ville, le taux de chômage, etc., etc. Donc, même pour une petite ville, on avait l'impression que c'était traité comme la capitale de la France. Donc, ça, c'était intéressant. Et on a amené une autre dimension qui était un peu nouvelle, qui était la notion de live, puisque les soirs des élections municipales, alors même si ça a été très perturbé par le coronavirus, on a fait des soirées en direct, live, audio, qui nous ont permis finalement d'être en relation avec nos rédactions sur le territoire pour animer et donner des résultats des communes en temps réel. Donc ça a été aussi quelque chose qui nous a permis de tester notre capacité à faire du live, qui est une autre forme de distribution de l'information en audio. Et nous, toutes les formes nous intéressent. Et ces programmes-là qui étaient en live, en temps réel, le soir des élections, alors vous allez vous dire, mais il y a une offre pléthorique les soirs des élections en termes d'émissions de télé, de radio. Mais non, on s'est aperçu que nous, on était sur un autre segment qui était l'hyper-proximité, et qu'il y avait des gens qui ont trouvé un intérêt, puisque finalement, l'audience de ces soirées-là s'est faite surtout en réécoute, en mode podcast, dans les jours qui ont suivi. Donc, ça voulait dire qu'il y avait quand même de l'intérêt pour ces contenus-là. Puis, on avait une série de reportages qui s'appelait Combat de mer, qui étaient des reportages autour de grands combats qu'avaient menés des maires pendant le mandat précédent. Donc, vous voyez différentes formes de traitement de cette information-là. À l'arrivée, ça donnait 44 podcasts
32 focus sur des villes de notre zone, avec des grandes villes françaises, mais pas seulement, aussi des petites communes hein, qui étaient très intéressantes parce que le combat politique de l'instant était intéressant à raconter. 6 reportages combat de mer, 4 émissions de décryptage et 2 directs audio les soirs dès les élections, ce qui nous a donné un total. Alors, je n'ai pas été refaire un tour dernièrement, mais ça, c'était les chiffres fin juillet. On était à 354 000 écoutes sur l'ensemble du programme municipal, sur quelque chose qui finalement a amené peu de votants puisque le contexte était compliqué. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même des gens à s'intéresser à ces contenus-là. Et un des enseignements qui nous a plutôt dit qu'on avait bien fait d'investir dans cette proximité de traitement, c'est que chaque podcast a eu son audience en fonction de sa taille. C'est-à-dire qu'un exemple, Dinard, nombre de votants 6513, c'est le nombre de gens qui ont été votés. Nombre d'écoutes du podcast, un peu plus de 5000. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose qui était de l'ordre du taux d'intérêt max. Et ces 5000 là, pour nous, ils ont autant de valeur que les 60 ou 70 000 qu'a fait le podcast de Rennes ou de Nantes, je ne sais plus lequel des deux. Parce que là, on est sur quelque chose où je peux vous dire que dans la commune le lendemain, j'ai eu des coups de fil de candidats, j'ai eu des coups de fil d'habitants, de choses comme ça qui m'ont dit ouais, certains n'étaient pas contents parce que on leur a dit qu'ils avaient aucune chance de gagner, mais ça c'était un autre côté sympathique de la découverte du traitement de petites communes par les médias, un peu à la mode grande ville ou talk. Nous, notre contenu, il était vraiment ciblé vers on traite Dinard comme on traite une grande ville et on va faire en sorte que l'expertise qu'on apporte, elle permette aux gens d'avoir finalement une vision un peu éclairée qui va les aider à faire leur choix au moment de voter. Donc on a choisi ces villes-là en fonction des enjeux, des contextes locaux, avec nos rédactions locales, c'est-à-dire que chaque directeur départemental, chaque chef de rédaction a proposé des villes, et avec eux on a travaillé le contenu pour faire en sorte que ces villes-là soient la plus représentative des points chauds de notre zone. Il y a 60 journalistes au total qui ont participé aux différents podcasts, donc ça veut dire que c'était aussi une expérience pour eux de venir sur un projet un peu nouveau, avec là encore leur expertise qui était mise en avant. Et quand vous êtes un petit localier, c'est rien de péjoratif, mais un localier de petite locale, c'est intéressant de voir aussi qu'on peut s'intéresser à votre expertise et à la façon dont vous avez de raconter l'information. Donc le contenu, on a voulu faire le même contenu pour l'ensemble des podcasts, c'est-à-dire que on avait d'abord les datas de la ville, qui était avec notre data journaliste qui venait, qui disait voilà, c'est une ville de tant d'habitants, c'est plutôt une ville ouvrière, c'est plutôt une ville CSP+, c'est une ville qui a pas beaucoup de chômage, etc., etc. Donc il y avait ce focus sur la ville d'entrée. On a aussi parlé avec les chefs de rédaction et parfois des politologues qui venaient sur l'histoire politique de la ville en question, à travers les différentes époques, comment ça avait évolué. On a passé en revue l'ensemble des candidats avec les forces, les faiblesses, etc., des forces en présence. Des reportages sur le terrain, des micro-trottoirs assurés par les journalistes locaux qui déjà, un truc tout con, on demandait aux gens: «Est-ce que vous connaissez le nom de votre maire?» Et où on s'apercevait que pratiquement dans toutes les villes, 80-90% des gens ne savaient même pas comment le maire s'appelait. Donc ça, c'était quelque chose qui était intéressant, qui était instructif aussi, de se dire, voilà, il y a aussi un effort de pédagogie qu'on doit faire pour justement renforcer la notoriété des élus locaux. Et puis les grands thèmes qu'animaient les campagnes, c'est-à-dire que quand vous étiez à Saint-Nazaire ou quand vous étiez à Caen ou à Lisieux, ben, les préoccupations locales sont pas les mêmes. Les enjeux environnementaux parfois ne sont pas les mêmes non plus. Donc on collait aux histoires locales et aux informations locales pour aller dans les thèmes les plus structurants qui engageaient sur ces secteurs-là. Notre méthode était toujours la même. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je continue d'avancer. C'est il fallait écrire la trame du podcast qui soit la même pour l'ensemble des villes, développer un concept, l'écrire, le partager avec les journalistes intervenants, c'est-à-dire qu'on devait vraiment rassurer par le côté très calibré de l'émission pour faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression qu'ils allaient devoir tenir finalement une émission à bout de bras pendant une demi-heure, 20 minutes ou voire même 1h30 pour certains. Établir une stratégie aussi de diffusion en fonction du
du meilleur moment de la campagne, c'est-à-dire qu'il y a des campagnes qui sont parties tardivement dans certaines villes, d'autres qui sont parties déjà très très tôt, donc on a essayé de coller à ces actualités-là, assurer aussi la promotion des différents podcasts par des articles, par une newsletter aussi qui nous permettait d'exposer ces différents contenus, et puis certaines radios du groupe qui ont participé au rebond en diffusant certains programmes ou en faisant la promotion, voire même l'animation. Donc là encore, on était en quelque chose qui était extrêmement vertueux au niveau de la stratégie de groupe. Alors, en parlant de stratégie aussi, Oui. là, on a une précision de Benoît Delauteur qui pose, lorsqu'il parlait en fait de format qui fonctionnait et fonctionnait pas, D'accord. c'était au niveau de la durée. Est-ce qu'il Ah, y a ok. une durée idéale? Est-ce que vous avez pu, notamment lors des municipales, est-ce que vous avez pu voir, en fait, tester ça aussi auprès de vos. Alors justement, c'était un bon enseignement parce que les municipales, c'était typiquement le type de podcast où la durée, elle était la conséquence vraiment de manière plus affirmée que pour le reste, conséquence du contenu. C'est-à-dire que quand on était sur des grandes villes avec énormément de problématiques politiques, avec énormément de candidats, etc., on s'apercevait qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire que parfois des petites communes, on allait très vite à l'essentiel, et qu'on s'était mis une règle qui était très simple, c'était qu'il fallait que on ait l'impression que ça tire pas la ligne pour tirer la ligne, et qu'il n'y avait pas de durée imposée, qu'on était sur un format qui allait de 15 à 1 heure et quelques, mais on s'est aperçu à chaque fois que quand vous dépassez l'heure, c'est extrêmement compliqué de tenir votre auditoire. Donc le format idéal, c'était entre 20 et 1 heure, en fonction de la taille. Pour ce qui est des restes des podcasts, qu'on s'aperçoit en règle générale, c'est qu'au-delà de 7 minutes, quand vous êtes sur un programme qui concerne une personne qui parle ou des choses comme ça, il y a une forme de lassitude qui peut s'installer et qu'il faut, j'allais dire, des rebonds sur la narration relativement fréquemment pour éviter de décrocher. Donc nous, ce qu'on essaie de faire en règle générale, c'est qu'on a peu de podcasts qui dépassent 20 minutes, une demi-heure, hormis vraiment les grands programmes où là, on sait qu'on va être sur quelque chose qui va aller viser une niche qui est prête à consacrer énormément de temps à ce programme, et que c'est le cas de l'émission de foot qu'on a sur, par exemple, le Stade Rennais, qui dure 45 minutes, mais celle-là, elle durerait 1 heure et demie, les gens resteraient 1 heure et demie. C'est juste que sur le reste, on essaie vraiment, on a, dans la mesure du possible, des programmes qui durent entre 10 et 20 minutes, qui nous paraissent, nous, un bon format pour un journal comme le nôtre. Merci. Je pense qu'on peut continuer. Ouais, donc du live, je vous en ai parlé, donc ça, là encore, ça a été très très intéressant de voir qu'on était en capacité de faire finalement ce que font un média radio, c'est d'impliquer nos correspondants en local pour pouvoir amener de l'expertise, de l'analyse à chaud. Et on a pris ça aussi comme un test technique pour voir si on était, nous, en capacité de diffuser depuis le site internet, c'est-à-dire pas depuis comment dire, un signal hertzien. On était vraiment dans le site internet avec un player sur la home du site qui permettait d'être en live et d'écouter finalement de l'analyse distribuée de manière audio. Et ça, c'était plutôt quelque chose intéressant et qu'on va sans doute renouveler. Donc, ce qu'on a constaté sur cette opération-là, c'est une audience captive, un excellent taux de complétion, autour de 85% de tous les programmes, même les émissions longues. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que les gens sont restés jusqu'au bout, donc ils étaient intéressés par le contenu. Un podcast qui n'est pas un format sur lequel on tombait par hasard, c'est-à-dire que sur les municipales, il y a eu vraiment une démarche pour aller écouter ces programmes-là. Donc ça voulait dire que les gens avaient fait l'effort de rechercher le programme pour l'écouter. Donc ça, c'était une forme de confiance qui était accordée à la marque. Et on a vu que il y a eu un lien intime de proximité qui s'est installé entre l'univers entre guillemets politique locale et le journal, puisque on a eu énormément de retours depuis le terrain en nous disant c'est marrant, j'ai écouté votre podcast, etc., etc. Je savais pas qu'il y avait ça. Donc il y a eu un phénomène de découverte qui était lié justement à cette proximité qu'on avait peu l'habitude d'explorer. Donc quelles sont les bonnes questions en conclusion pour se lancer dans un projet comme celui-là? Nous, ce qu'on a retenu, c'est que, il faut une ligne éditoriale qui soit extrêmement liée à l'ADN de votre journal, qui soit claire, avec un format bien précis, une écriture précise, un ton aussi précis, c'est-à-dire qu'on était dans un ton qui était toujours le même, mais qui était un ton
assez assez dynamique pour faire en sorte que les gens accrochent au contenu qui parfois peut être un peu aride, hein, de celui de la politique locale. Une fréquence aussi, c'est-à-dire qu'on était sur un rythme pratiquement de un podcast par jour pendant une certaine période. Tous les jours, on sortait une ville. On a visé à chaque fois un public, on connaissait à peu près la cible qu'on visait, et ça, c'était plutôt intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'elle était au rendez-vous. Les sujets abordés aussi qui étaient à travailler en amont, l'identité sonore qui était importante, c'est-à-dire qu'il fallait donner l'impression qu'on avait toujours la même identité, qu'on reconnaissait le programme, la durée qui était aussi à chaque fois adaptée en fonction de la taille de la ville, tout ce qui est visuel pour la promotion, et l'importance d'un bon conducteur, les questions, les thèmes, les prêts à diffuser, les sons, et tout ça est quelque chose aussi qui est de l'ordre de la technique, qui réclame un peu d'avoir de la réalisation. Et c'est finalement là-dessus qu'on a beaucoup progressé grâce aux élections municipales. Je suis arrivé au bout de la présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors pour l'instant, nous n'avons pas, mais Benoît vous remercie pour vos réponses. Ah bah, très bien, bah, je le remercie aussi pour sa question. C'est ce qu'il a, voilà. C'était, je vous avais dit que je redonnais la parole à 45, il est 45, c'est assez... C'est parfait. Quel timing, Ouais, c'est dingue, hein. c'est dingue. Non, mais c'était très intéressant. En tout cas, on va peut-être, attendre un peu s'il y a d'autres Bah, oui, questions. oui, s'il y a des questions, que les gens n'hésitent pas, hein. Je suis là pour ça. Après, le focus municipal, c'est un peu ce qu'on avait demandé, donc c'est pour ça que je me suis attardé dessus, mais vous pouvez poser des questions sur autre chose que les municipales, il n'y a pas de problème, je répondrai bien volontiers. Et alors, sachant que donc Ouest France est vraiment donc c'est de la PQR, hein, quel est le ratio d'infos, on va dire, nationales et d'infos locales, en fait, au niveau des Alors, podcasts? c'est la particularité, c'est qu'aujourd'hui, la notion de PQR, elle n'a plus grand sens sur le numérique. C'est-à-dire que nous, sur notre plateforme westfrance.fr, 60 à 70% des audiences sont hors zone Ouest France. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui est une plateforme nationale, internationale. Effectivement, la proximité reste le cœur du réacteur parce qu'on est adossé à un territoire, mais on est vraiment sur deux verticales que sont le territoire et l'extra territoire, où là on n'oppose pas les deux. C'est-à-dire que c'est pour ça que sur les podcasts municipaux, on a eu des focus sur les villes de Grenoble, de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, de Paris, de Lille, et qu'on a aussi traité ces villes-là parce qu'on a également un public pour ces podcasts-là sur notre site. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie, Ben, merci à Édouard, vous, Carona d'avoir participé d'avoir organisé et participé cet atelier et avec plaisir. merci beaucoup à À notre très bientôt. public de nous avoir suivis. N'hésitez pas, il y aura d'autres ateliers, notamment demain à 11h45 avec l'équipe, Dinky, Fada. Ce sera très intéressant aussi. Je serai ravie de vous retrouver demain et en attendant, bonne continuation à vous tous. Merci beaucoup. Merci.